Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 11 mars. Nous évoquerons bien sûr la journée nationale de mémoire des victimes, en mémoire des victimes du terrorisme depuis 2 ans. Elle est célébrée, si l'on peut dire, en ce 11 mars. Nous serons avec Jean-Claude Hubler, président de l'association Life for Nice. Reportage également dans quelques instants à Nice, presque 5 ans après l'attentat de la promenade des Anglais. Nous ferons le point ensuite sur l'épidémie de la Covid-19. Les Alpes-Maritimes, département toujours très tendu. C'est le professeur Carole Hichet qui sera avec nous pour faire le point, les chefs du pôle anesthésie réanimation au CHU de Nice. Et puis, direction Marseille pour s'enquérir de l'état des associations qui aident les enfants hospitalisés. Elles ne peuvent plus se rendre dans les CHU depuis plus d'1 an et ça prive tout le monde de bonheur, les enfants, les parents et les bénévoles. C'est un dossier important que nous étudierons dans ce grand direct. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là comme tous les soirs. Vous le savez, depuis 2 ans maintenant, le 11 mars est la date choisie par la France pour penser, commémorer la mémoire des victimes du terrorisme. Des cérémonies sont organisées un peu partout dans notre pays, dans notre région bien sûr. Reportage à Nice ce soir auprès des victimes et des associations de l'attentat de la promenade des Anglais. C'était il y a presque 5 ans. Le sujet est signé Claudia Olivier. C'est mon espèce de lumière et mon espèce de vie. Il y a 5 ans, Anne perdait sa fille Camille, âgée de 27 ans, lors de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. En ce jour national d'hommage aux victimes d'attentats terroristes, Anne souhaite que cette date soit plus qu'un moment de recueillement et de mémoire. Cette journée ne doit pas être simplement la journée de la mémoire. La mémoire n'a de sens que si elle porte un message et elle nous permet de réfléchir. Elle n'a de sens pour moi que si on exploite cette mémoire en faisant un travail de réflexion, un travail pédagogique auprès des jeunes générations. Depuis 5 ans, avec son association Mémorial des Anges, elle se bat pour ériger un mémorial musée national à Nice pour perpétuer la mémoire des victimes. Mais la semaine dernière, coup dur, l'État a décidé que le site serait inauguré à Paris. Et ça a été très douloureux pour moi parce que je me suis dit, finalement, ce que je craignais est en train d'arriver, c'est-à-dire que ce type de projet, qui est donc de porter la mémoire de victimes du terrorisme français ou sur le sol français, qui est censé donc lutter contre le terrorisme en amont, perd de son sens parce que quand on le présente comme ça, c'est que finalement la victime en soi n'a pas vraiment de place dans ce projet. Presque 5 ans après le drame de Nice qui fait 86 morts et 450 blessés, le devoir de mémoire est primordial. Malgré le temps, le choc post-traumatique pour les victimes persiste. Frédéric Dibisegli est psychologue. Il est intervenu auprès des victimes quelques heures seulement après l'attentat. Effectivement, il y a toujours un impact qui est présent. Et par exemple, le plus notable, c'est la promenade des Anglais. Le fait d'avoir des souvenirs en quelque sorte intrusifs de ce qui a pu se passer. Et certains, même chez les psychologues qui étaient présents sur place lorsqu'il y a eu les attentats, en cellule psychologique d'urgence, même eux aussi ont été impactés. Et généralement, ça laisse une trace à ce niveau-là. L'association Montjoie, créée en 2016 après l'attentat sur la promenade des Anglais, se démultiplie depuis pour soutenir les victimes, qu'elles soient touchées de près ou de loin par le terrorisme en général. Cette équipe pluridisciplinaire, elle est composée de juristes, d'un travailleur social, également de psychologues. Ce que ça permet de faire, c'est d'accompagner la victime dans tous les pans de sa vie et au regard de tous ses besoins. En 5 ans, ce sont 4000 victimes d'attentats qui ont été soutenues par la structure, dont 400 qui sont toujours suivies aujourd'hui. C'est absolument essentiel de rendre hommage aux victimes, c'est essentiel pour les victimes, de leur accorder ce temps de communion aussi de la nation autour d'elles pour les accompagner, les entourer. Et c'est aussi essentiel parce que individuellement les victimes en ont besoin et collectivement nous en avons tous besoin pour se remémorer. En fin d'après-midi, une cérémonie a été organisée sur la colline du Château en présence du préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez, du maire de Nice Christian Estrosi
maladie et bien sûr des associations de victimes. Voilà, et nous avons ces images, les images de cette cérémonie organisée en fin d'après-midi dont parlait Claudia Olivier, avec la présence des autorités, des familles de victimes, de certaines associations également. C'est toujours des moments essentiels, Éric, parce que d'abord se souvenir c'est important, et puis comme le disait le psychologue Frédéric Dibissegli, les stigmates sont encore là, les traces, la ville est encore marquée au fer rouge. Oui, puis finalement, le souvenir et le fait de donner corps à ce souvenir, c'est la seule chose qui reste quand on a tout perdu et quand on a perdu un proche. Donc c'est essentiel. C'est une façon aussi au long cours, je pense, de faire son deuil quand on est frappé par de tels drames. Donc je souscris à 100%, mon cher Nicolas, c'est que ces moments de recueillement, ces moments de souvenir sont absolument essentiels. C'est une façon aussi, sans doute, même certainement, de permettre aux personnes qui ont été victimes de ces attentats de demeurer vivantes, parce que le souvenir, quand on entretient la flamme du souvenir, on a forcément dans son cœur et dans sa tête le visage et ce qui reste des gens qu'on a perdus. Alors avant de rejoindre Jean-Claude Hubler, qui est le président de l'association Life for Nice, c'est quelques images de la cérémonie qui était organisée aussi à Toulon, parce que je le disais, c'est tout un pays qui se mobilise. Vous le voyez là aussi, les autorités, la députée Lévy, le maire Hubert Falco, le préfet du Var, Evans Richard, réunis ce matin donc pour rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme qui a frappé de nombreuses fois sur notre sol. Bonsoir donc Jean-Claude Hubler, merci d'être avec nous, président de l'association Life for Nice. C'est important pour nous de vous avoir ce soir parce que vous n'êtes pas niçois, vous n'êtes pas installé à Nice. Néanmoins, vous étiez là le soir de l'attentat, vous avez porté secours à des personnes et vous avez fondé cette association Life for Nice, qui est une des trois grandes associations de victimes. Du coup, vous avez célébré, même si j'aime pas ce terme, en tout cas, vous avez commémoré cette date à Paris. Exactement. Ce matin, j'étais avec le président de la République et monsieur le maire de Nice, qui était présent aussi, ainsi que les associations parisiennes, strasbourgeoises, donc pour rendre hommage en mode restreint par rapport à l'année dernière de cette journée. Et le président nous a reçus pendant une heure et demie, pour qu'on puisse discuter avec lui de problèmes qui sont toujours d'actualité. Alors, de quoi avez-vous parlé, puisque vous l'évoquez, je rebondis là-dessus. Alors, pour moi, pour l'association, c'était essentiellement le travail. On sait que l'attentat de Nice, c'est un attentat un peu à part, puisque c'était en extérieur. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados ont été touchés. Et on s'aperçoit encore à l'heure actuelle, et j'ai encore une de mes vice-présidentes qui m'a dit que sa fille n'allait pas encore à l'école aujourd'hui, parce qu'il y avait toujours cette peur et ce rejet aussi des instituteurs, des fois qui ne font pas attention, par mégarde, de ne pas dire, voilà, de ne pas faire attention, surtout sur les alertes aussi attentats dans les collèges et les lycées. Voilà, donc il y a encore un réflexe presque pavlovien avec l'attentat de Nice. Vous avez porté secours, vous, le soir de l'attentat. Quand il se passe des choses comme l'attaque de la basilique Notre-Dame à Nice, qu'est-ce que ça fait ressurgir chez vous? Est-ce que ça vous donne froid dans le dos? Oui, il y a eu Nice. Moi, j'habite dans le Val d'Oise, donc pas loin d'où a été tué Samuel Paty non plus. Donc, je suis, voilà, c'est toujours des moments revivifiants. Je pense pour toutes les familles de victimes, pour toutes les familles endeuillées, pour toutes les victimes qui étaient présentes sur les attentats. Il y a toujours des moments de revivifiance. Jean-Claude Hubler, je le disais tout à l'heure, le souvenir, je ne sais pas si vous partagez cette idée, mais le souvenir, la commémoration du souvenir, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu, et notamment un être cher. Est-ce que vous adhérez à cette idée? Oui, il y a le travail de souvenir, et comme le disait dans le reportage Anne Muris, il y a aussi un autre travail qui est à faire derrière, dans les collèges, dans les lycées. C'est pour ça que le musée mémorial, dont mon association fait partie de l'observatoire, qui aura lieu à Paris, nous avons décidé de travailler en commun accord avec les associations, toutes les associations de victimes, pour cet hommage
pour ce travail de résilience et surtout ne pas oublier. On a entendu la déception d'Anne Muris de ne pas voir ce mémorial national, musée mémorial érigé à Nice. Vous auriez aimé aussi qu'il soit dans la capitale azuréenne ? J'aurais aimé, comme Anne Muris, en avoir un. Ça se fait autrement. La capitale a été choisie parce que la capitale a été meurtrie par plusieurs attentats. Moi, je dis que sur Nice, on peut faire autre chose. Et puis, pourquoi ne pas proposer dans le musée de la ville de Nice un coin, un endroit spécifique aux attentats de Nice? Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir 5 ans après combien de victimes, de proches sont encore suivis, véritablement traumatisés, pas uniquement perturbés, vraiment traumatisés. Vous, dans le cadre de l'association, vous encadrez encore, vous accompagnez encore beaucoup de victimes et proches de victimes ? Il y a encore du monde. J'ai un ado qui habite, dont le père est trésorier de l'association, qui n'est pas retourné en cours depuis 3 ans. Il est complètement déscolarisé et il est suivi par un professeur en psychiatrie sur l'hôpital Avicenne à Bobigny, entre autres. Mais là, sur Nice, il y en a encore plein. Il y en a sur toute la France. Moi, j'ai des gens qui sont partis de Nice, qui n'habitent plus, qui habitent maintenant sur la côte vendéenne et qui ne veulent pas revenir sur Nice, qui ont toujours cette peur, qui ont toujours cette angoisse. Et vous, à titre personnel, comment vous vivez ces journées d'hommage ? Il y a bien sûr la date du 14 juillet et puis cette date du 11 mars pour toutes les victimes du terrorisme. C'est lourd. Mais voilà, on est accompagné par les autres associations, on travaille tous ensemble et on voit que l'État a aussi fait que cette journée soit une journée nationale de reconnaissance des victimes de terrorisme. En plus de la médaille, ça ramènera pas non plus un être cher pour ceux qui ont perdu du monde. Mais moi, je sais qu'il y a des enfants qui voudraient avoir cette médaille pour dire on a subi quelque chose, mais voilà, l'État est derrière nous. Une dernière question, ça concerne le 14 juillet 2021, 5 ans, ça fera 5 ans. C'est une date toujours symbolique. Est-ce que vous redoutez cette date ? Est-ce que vous allez préparer aussi un hommage particulier ? On est en train de travailler avec la mairie et les 2 autres associations niçoises sur cette journée. On souhaite que ce soit une journée un peu comme celle qui a été en 97, mais toujours aussi avec un moment de recueillement pour le matin. Et on souhaiterait qu'il y ait des choses qui se passent l'après-midi un peu différentes pour avancer, pour que les gens avancent, et aussi pour les Niçois d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas Jean-Claude Hubler d'avoir accepté notre invitation, président de l'association Life for Nice. Merci encore d'être venu en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV et à très bientôt. Pour clore ce chapitre, Éric, cérémonie aussi à Paris évidemment en présence du chef de l'État. 5 ans. Ça va arriver vite, cette date du 14 juillet 2021. Ça sera là aussi un moment important pour Nice. Hein. Oui, je me pose toujours la question, quand on a vécu un tel drame dans ses chairs, est-ce que ce type d'anniversaire est important, comme je le disais en commençant, parce que ça revigore le souvenir, ou au contraire, est-ce que ce type d'anniversaire, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est au contraire le revécu du traumatisme absolu? Je suis un peu partagé. En même temps, personne ne pousse personne à aller à ce type de commémoration. On l'a dit, c'est important pour les mémoires, c'est important pour le souvenir de ceux qui sont disparus. Mais pour ceux qui restent vivants, c'est quand même un exercice particulièrement difficile à vivre, parce que 5 ans et puis ensuite 10 ans sont des dates extrêmement symboliques, comme vous le rappeliez, Nicolas. Et du coup, je suis toujours partagé entre raviver le souvenir et vivre de nouveau le traumatisme. Nous ouvrons une page consacrée à la Covid-19, comme tous les jours, ou presque, depuis 1 an maintenant. Avant d'accueillir le professeur Carole Hichet, qui est chef du pôle anesthésie et réanimation au CHU de Nice, cette initiative pour lutter contre la précarité étudiante, encore une fois, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui est en train de faire des ravages. Une chaîne de restauration lance l'opération Fin de mois difficile, fin FAIM. Elle pousse et elle encourage les restaurateurs
restaurant à donner gratuitement des plats aux étudiants. Exemple à Marseille, avec Yantal Criado. C'était un Bali ou un Uluwatu que vous avez commandé? Uluwatu. Et pour vous? Un Bali. Allez, parfait. Donc ça fera 0 €. Une addition à 0, puisque tous ces plats sont aujourd'hui gratuits pour les étudiants. Ce restaurant, installé dans le 9e arrondissement de Marseille, a lancé une opération solidaire pour ce public en grande difficulté. Il offre 100 plats aux étudiants marseillais. Nous-mêmes, dans nos Warung, on a embauché des étudiants et du fait de la perte d'activité due à l'arrêt du service à table, on a été obligé d'arrêter les contrats. Donc ces étudiants ont perdu des revenus qui permettaient de payer leur loyer, leur nourriture. Donc c'est une sorte, enfin on a voulu les aider en faisant cette opération et leur offrir aujourd'hui 100 plats pour leur montrer notre soutien à leurs difficultés. Sur présentation de leur carte étudiante, les jeunes repartent avec leur plat chaud, une initiative solidaire dont ils ont bien besoin et qui leur redonne le sourire. Ça permet d'avoir un repas qui fait plaisir, qui remonte le moral et auquel on n'a pas forcément accès tous les jours. Donc de la part d'une enseigne comme ça, je trouve ça super, quoi. De toute façon, un repas de plus, c'est toujours ça, quoi, pour nous. Ça fait des courses en moins et voilà, c'est déjà ça, quoi. Un Bali, un Uluwatu? Un saté. Un saté. Oui. Je viens d'emménager sur Marseille, donc le temps que les dossiers passent d'un coin à l'autre, pour l'instant, j'ai pas d'aide. Donc c'est mon salaire et une fois que tout est payé, il reste pas grand-chose pour les courses. En fait, si j'ai que la bourse et la CAF, il me reste plus rien. Je suis à négatif, donc il faut que mes parents ils m'aident un peu en complément. L'occasion également pour ce restaurateur de retrouver un lien avec sa clientèle. Ça fait quelques temps qu'on travaille énormément avec les plateformes de livraison. Donc de revoir des clients en restaurant, de renouer un dialogue social aussi, c'était important pour nous et c'était important aussi pour les étudiants. Ça leur permet de revenir dans des restaurants, même eux-mêmes de se rencontrer, de rediscuter entre eux. L'opération Fin de mois difficile ne se déroule pas uniquement à Marseille. L'enseigne de restauration indonésienne a développé cette aide partout en France. 11 restaurants y participent ce jeudi. On ne pensait pas l'ampleur et la satisfaction que ça allait apporter. Et la joie, en fait, tout simplement. On sent des étudiants soulagés de se dire aujourd'hui on va pouvoir manger quelque chose de différent qu'un bol de pâtes en sauce tomate, donc seul dans leur appartement. Donc, et ça, c'est important de voir ça dans leur regard, cet échange, en fait, on va dire. Au total, 1100 repas ont été offerts aux étudiants de toute la France en une journée. Et le à tous, c'était pour vous. Une très bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, ça continue de préoccuper évidemment la situation des étudiants. Les restaurateurs qui y trouvent aussi leur compte. Oui, bien sûr. J'allais le dire, c'est une superbe initiative parce qu'évidemment, quand on voit le ticket à 0 €, on se dit c'est formidable pour ces étudiants qui ont du mal à se nourrir. Mais en même temps, vous avez noté que c'est une enseigne, c'est une chaîne. Donc, on peut aussi tout simplement se dire que c'est une opération commerciale. Gagnante pour les étudiants qui viennent gratuitement déjeuner, mais gagnante aussi à moyen terme pour la chaîne en question, puisque on peut faire le pari que ces étudiants s'en souviendront et viendront peut-être, une fois que les restaurants seront ouverts, plus facilement consommer dans des endroits où on leur a fait un geste que dans des endroits où on ne l'a pas fait. Donc évidemment, il y a l'aspect solidarité. Ça, c'est formidable. Et puis, il y a l'aspect commercial. Forcément, il y a forcément une idée à la tête derrière cette enseigne. La situation maintenant en chiffres et dans les services concernés. Olivier Véran qui vient de s'exprimer, le ministre de la Santé, qui vient de réaffirmer que la situation dans notre région préoccupe toujours le gouvernement. Et parmi ces villes et ces territoires où la tension hospitalière, par exemple, est très haute, il y a toujours Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonsoir professeur Carole Hichet, chef du pôle anesthésie et réanimation au CHU de Nice. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On parle de tension hospitalière supérieure à 100%, supérieure même à 130% au CHU de Nice. Est-ce que vous nous confirmez que les lits en réanimation sont tous occupés? Bonsoir. Non, les lits ne sont pas tous occupés. Quand on vous donne le pourcentage, il faut expliquer ce que sont les choses. Le pourcentage, c'est le pourcentage de lits occupés par rapport à
au nombre de lits qui étaient ouverts auparavant. Donc, on a doublé quasiment nos lits et donc on est à 130% par rapport à ce qui était avant, mais on n'est pas plein quand même. Donc, on a quelques lits qui sont pleins, à peu près ce soir 7 ou 8 lits sur le département. Voilà, donc, mais par contre, la situation est toujours très très préoccupante et on est en tension, bien entendu. Alors justement, ce qui m'intéresserait ce soir, c'est de comprendre un petit peu ce à quoi vous faites face depuis plusieurs semaines maintenant. Concrètement, vous voyez le rythme s'accélérer des personnes qui ont besoin d'être d'abord hospitalisées et aussi admises en réanimation ? C'est ça, tout à fait. Il y a une pente qui est croissante, assez raide, pas celle que je viens de voir pour l'Île-de-France d'ailleurs, mais quand même une pente qui est croissante, qui commence un tout petit peu à s'amortir. Donc c'est d'abord l'hospitalisation conventionnelle et ensuite ce sont les lits de réanimation. Donc nous, ça fait depuis 15 jours, 3 semaines pour lesquels c'est très dur parce que le nombre de patients qui rentrent est supérieur à celui qui sort, puisque les patients restent quand même assez longtemps. Et donc c'est à ce moment-là qu'on risque d'être saturé et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à des transferts pour pouvoir avoir un tout petit peu de mou pour pouvoir prendre vraiment les malades qui auraient besoin de soins vraiment en urgence. Oui, on est à une trentaine de transferts, hein, je crois, dont près d'une vingtaine pour les 10 derniers jours. Donc le rythme s'est quand même accéléré ces derniers jours. C'est ça, tout à fait. Ce que je vous ai dit, on est encore en pente croissante avec un afflux de patients qui est plus important à ceux qui sortent. Donc on espère que les choses vont se tasser puisque l'incidence a un petit peu diminué, mais tout ça reste quand même à être vérifié et les prédictions ne sont pas si optimistes qu'on pourrait le penser. Alors, on sort du contexte politique et des affrontements parce que ce n'est pas votre domaine. Néanmoins, on se pose la question sur l'application des confinements, des divers confinements. Alors, est-ce que vous avez une position sur sanitairement ce qui serait efficace ? Est-ce qu'un confinement total pour tout le monde serait plus efficace qu'un confinement partiel ? Et je crois savoir que vous êtes aussi, vous, très à cheval, et c'est bien normal, sur l'application des gestes barrières. Vous considérez qu'aujourd'hui, c'est ça qui a peut-être créé l'explosion, entre guillemets, des cas sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, une forme de relâchement. Alors, pour moi, c'est une évidence. Hein. La concentration de la population plus le relâchement sur les gestes barrières font que le virus circule plus et il diffuse plus facilement. Donc, ce sont des gestes qui sont simples et pourtant qui ne sont plus respectés. Bon, je ne suis pas là pour juger, les gens en ont marre, on a marre du masque, on en est tous au même point. N'empêche que je pense qu'il faut vraiment ne pas se relâcher. Alors, le confinement total n'est plus d'actualité parce que d'abord, il faudrait le faire par territoire. C'est quand même difficile, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux psychologiques, il y a les patients non Covid, donc c'est pas si facile que ça. Le confinement total, il aurait fallu le faire comme on l'a fait au début, peut-être dur et pendant une certaine période, et peut-être que ça aurait été efficace, j'en suis pas si sûre. Maintenant, comment faut-il faire ? C'est très compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les mesures qui sont prises, elles sont ce qu'elles sont. L'État regarde, essaye d'adapter, donc c'est pas toujours facile. Mais pour le moment, pour nous médecins, c'est impossible de vous répondre sur l'efficacité de telle façon de faire ou telle façon de faire, en particulier pour Nice avec le confinement le week-end. Je ne sais pas parce que c'est trop tôt pour vous répondre. On ne peut pas avoir les renseignements si ça a été efficace ou pas. Professeur Carole Hichet, vous avez sans doute vu ces études. Il y en a une qui a été publiée ce matin concernant le variant anglais, donc plus contagieux, on le savait. Mais ce que ces études disent aussi, c'est qu'il entraîne des formes de maladies plus grave. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors moi, je suis scientifique, comme vous le savez, donc c'est une première étude qui montre ça, et la méthodologie est ce qu'elle est, mais elle n'est pas parfaite, et les liens de causalité, en tout cas le design de l'étude n'est pas fait pour avoir une preuve absolue de ce type de conclusion. C'est-à-dire que la causalité entre le variant et le fait que ce soit plus grave ou plus contagieux n'est pas démontrée de façon absolue, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des ajustements qui sont faits sur des façons de voir des groupes de patients du même âge, etc. Donc ce sont des façons indirectes d'essayer de montrer des choses. C'est une première approche. Donc peut-être que ce sera confirmé, mais ça mérite quand même d'être confirmé. En tout cas, c'est vrai que plus contagieux, ça l'est probablement. Plus grave, moi j'attends d'en avoir la preuve. Je voulais aussi vous interroger sur les lits de réanimation supplémentaires. Vous nous avez expliqué qu'il y en avait
avait eu davantage, il y en a davantage au CHU de Nice, donc j'en déduis par rapport à la première vague. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est depuis un an, on a bien vu que pour éviter une saturation des lits d'hospitalisation ou des lits de réanimation, bon, on avait confiné les gens, on avait maintenant recours au vaccin, mais à votre avis, est-ce qu'on a suffisamment créé depuis un an de lits supplémentaires de réanimation? Parce que si on craint l'engorgement, il suffirait peut-être de me donner des moyens à l'hôpital pour avoir plus de lits de réanimation. Alors dire il suffirait, c'est assez facile de le dire, parce que vous ne créez pas, d'abord, ce n'est pas sur le plan structurel, mais ce qui compte, c'est les humains qui sont dedans et qui y travaillent. Devenir expert en réanimation, que ce soit sur le plan médical ou soignant, ça ne se fait pas en 2 mois ou en 1 mois. Mais ça se fait peut-être en 1 an quand même. Non. Ça ne se fait pas en 1 an. Je vous rappelle qu'il faut faire 5 ans d'études pour devenir anesthésiste réanimateur, au-delà de généraliste. On avait alerté les États successifs sur le fait qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient formés à cette expertise. Alors, sur le plan des soignants, c'est encore aussi un problème qui est différent. Il faut qu'il y ait de l'attractivité pour les gens pour faire ce genre de spécialité. Après, n'oubliez pas qu'on est dans une crise sanitaire qui est quand même assez incroyable. Et après la première vague, bien sûr qu'on nous a dit qu'il y aurait une deuxième vague, mais c'est quand même assez neuf et les lits ne sont pas appropriés en crise sanitaire. Et donc, moi, bien sûr qu'on manque probablement quand même de quelques lits, puis ça dépend quand même des territoires. Donc, on n'est pas très très bien lotis dans les Alpes-Maritimes, c'est vrai, par rapport aux Bouches-du-Rhône. Mais après, il faut quand même voir que la flexibilité, ce qu'on appelle les réanimations éphémères, sont quand même une bonne façon de pouvoir gérer ce genre de crise. Encore une fois, ce qui manque, c'est pas tant les structures que les expertises de gens. Et ça, les expertises, il y a beaucoup de choses à revoir. Une dernière question, professeur Hichet, elle concerne la réalité de votre service de réanimation. Double question en une. Est-ce que vous aussi, vous constatez une petite baisse de l'âge moyen des patients que vous suivez? Et en moyenne, on reste combien de temps en réanimation? Et si vous pouviez être un peu pédagogique sur les soins qu'on y apporte, je sais que c'est compliqué parce que c'est très technique, mais voilà, que vous nous racontiez un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. Alors, c'est vrai qu'on a des patients qui sont plus jeunes, qu'on évoque la possibilité que ce soit une forme privilégiée pour le variant britannique. Je n'ai pas de preuve absolue là-dessus, mais on a une population qui s'est rajeunie, avec quand même souvent des comorbidités, mais pas toujours. Il y a quand même, l'âge a quand même baissé d'au moins une quinzaine d'années par rapport à ce qu'on avait. Donc ça, c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait aux patients qui ont cette maladie? C'est une maladie qui a un tropisme principalement pulmonaire. Donc ces patients-là, le virus s'attaque principalement aux poumons et en fait empêche l'oxygène de rentrer dans le sang et le CO2 de sortir, ce qui est la fonction donc du poumon. Et ça s'appelle ce qu'on appelle une détresse respiratoire aiguë. Donc il n'y a pas que la Covid qui donne des syndromes de détresse respiratoire aiguë. En réanimation, on connaît ça depuis... moi, je travaille sur le CHU de Nice depuis plus de 30 ans. Et donc ça a toujours été une pathologie qui peut être déclenchée par des virus, par des bactéries, par des interventions, par beaucoup de choses. Donc à quoi on sert? On sert à aider le poumon. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous faites de la dialyse au rein, vous remplacez le rein natif, et bien quand on a de la détresse respiratoire, on met d'abord de l'oxygène en grande quantité pour essayer de faire passer l'oxygène et que le sang soit oxygéné. Et puis si ça ne suffit pas, on met des machines. Alors il y a des degrés de complexité de machines, bien entendu, et on met des machines pour aider le patient à avoir l'oxygène qui arrive dans son sang et le CO2 qui est expulsé. Il y a différentes façons de faire. Et puis il y a des stratégies de tourner le malade dont on a beaucoup parlé, qui servent à oxygéner les parties postérieures du poumon, parce que quand vous êtes couché, vous avez les poumons qui se rapetissent, et donc on cherche à recruter le plus possible de volume des poumons. Oui, effectivement, c'est très intéressant et éclairant. Merci beaucoup, professeur Carole Hichet, chef du pôle anesthésie et réanimation au CHU de Nice, d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Et bon courage à toutes vos équipes surtout. Merci.
voilà, on a compris aussi la stratégie. Et donc, cette stratégie éphémère d'ouvrir des lits quand on en a besoin, voilà, la tension hospitalière est quand même encore très importante dans notre département des Alpes-Maritimes. Oui, mais très importante, mais le côté pédagogique du professeur Richet, moi, je trouve extrêmement rassurant sur la saturation, qui n'est pas encore le cas au CHU de Nice, mais aussi sur sa pédagogie d'explication très concrètement comment on ventile finalement quelqu'un qui est en détresse respiratoire aiguë. J'ai trouvé ça très pédagogique et donc rassurant. Vous avez raison, je suis de votre avis, mon cher Éric, comme souvent. On va s'intéresser maintenant à la venue de la secrétaire d'État liée à l'éducation prioritaire, donc rattachée au ministère de l'Éducation nationale à Bouc-Bélier dans les Bouches-du-Rhône, pour renforcer le dispositif justement des établissements prioritaires. Les explications de Valentin Rodriguez. La secrétaire d'État Nathalie Elimas, chargée de l'éducation prioritaire, était en visite dans 2 établissements de la commune, dont ce collège situé en zone d'éducation prioritaire. Ce n'est pas le cas du lycée Jean Moulin, quelques kilomètres plus loin. L'établissement va bénéficier d'un nouvel outil pédagogique, le contrat local d'accompagnement. Une expérimentation qui vise à élargir l'éducation prioritaire pour faire rentrer de nouveaux publics et de nouveaux territoires, sans changer ce qui existe déjà. On voit qu'il y a des élèves et des établissements qui sont dans des situations qui leur permettraient de bénéficier des moyens, mais qui n'y sont pas tout simplement du fait du zonage. Et donc c'est bien l'objet très précis de cette expérimentation. Ça signifie que le zonage actuel d'éducation prioritaire reste inchangé, autant que les moyens qui sont alloués à l'éducation prioritaire. C'est une voie parallèle pour faire entrer donc, de nouveaux établissements dans l'éducation prioritaire avec un budget et des moyens spécifiques. Aix-Marseille fait partie des 3 académies expérimentatrices de ces contrats. Un budget de 3,2 millions d'euros sera alloué aux établissements qui ont jusqu'au mois de mai pour réaliser leur autodiagnostic avant de se voir attribuer des moyens dédiés en fonction de leurs demandes. Ça pourra être un poste en plus, ça pourra être des moyens renforcés sur les fonds sociaux, ça pourra être du bonus à la mobilité. Ça sera vraiment propre à chaque établissement. Une nouvelle approche qui vise à prendre en compte les problématiques de certains types d'établissements, comme le manque de moyens pédagogiques ainsi que l'isolement. On a un projet de partenariat, on souhaite avoir des partenariats avec les entreprises du territoire. Donc qui dit partenariat dit intervention, immersion de nos élèves effectivement dans ces entreprises pour s'imprégner du métier. Ça permet aux jeunes effectivement de se rendre compte du tissu local. Ces contrats locaux d'accompagnement seront signés pour 3 ans et seront mis en place à la rentrée prochaine. En cas de bons résultats, le ministère envisage de pouvoir élargir le dispositif l'an prochain à quelques académies supplémentaires. La vie poursuit son cours quand même, mon cher. Oui. On se préoccupe à voir aussi. comment tous ces deniers publics vont générer ou pas des expériences et des résultats concrets quand même. Bon, c'est important que les secrétaires d'État ou les ministres se déplacent, mais voilà, je suis toujours un peu dubitatif, donc souhaitons bonne chance à ce dispositif, évidemment. Toujours en matière d'éducation, le président de la région, Renaud Muselier, est élu hier pour le lancement des travaux du nouveau lycée du Golf Hôtel. C'est une référence en matière d'hôtellerie, une référence nationale. Marion Colangelo est également sur place. C'est un projet de grande envergure qui verra prochainement le jour sur ce terrain hiérois. À mi-chemin entre le commissariat et le centre hospitalier, le futur lycée du Golf Hôtel. L'établissement actuel vieillissant et situé en zone inondable a été rénové avec 67 000 € de travaux. Mais c'est avant tout un projet de délocalisation de 46,5 millions d'euros qui devrait pouvoir ouvrir ses portes aux élèves pour la rentrée 2024. Un soulagement pour la commune. Ça n'était plus supportable. L'engagement qu'avait pris à l'époque le président Muselier, aujourd'hui se concrétise complètement. Et on est très très heureux que le lycée reste ailleurs et dans des conditions de modernité, de qualité renouvelée. Donc très heureux pour ce lycée qui correspond à l'ADN de hier. Tourisme, hôtellerie, restauration, culture. Donc on est en plein dans l'écosystème. Un projet compliqué au vu des contraintes induites par la taille du terrain, mais qui prochainement donneront lieu à un établissement respectueux de l'environnement et particulièrement agréable pour les élèves et le public. Donc une conception d'un projet urbain,
paysager, bien connecté à tous les services publics et notamment tout ce qui est mobilité, déplacement doux. Il y aura une piste cyclable, un piétonnier. Donc ce grand parvis pourra accueillir tous les lycéens de manière assez confortable. Et puis cet aspect paysager, toiture végétalisée avec des grands prises soleil pour se protéger à la fois des intempéries et du soleil, et surtout aussi parce qu'on est entouré de collines et le projet se verra notamment depuis la colline du Château qui surplombe la plaine. Un projet mené par la région Sud qui a tenu sa promesse d'un site plus sécurisé et en adéquation avec le plan climat COP d'avance. On ne peut pas essayer d'avoir une éducation de bon niveau avec une visée de former des professionnels dans un état de réception de ce niveau-là. Ce n'était pas possible. Donc j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai mis tout le monde autour de la table, on a fixé un calendrier, c'est novembre 2019 et ça sera ouvert en 24 et je suis là en janvier 21. On a trouvé les terrains, on a trouvé les financements, on a fait les appels d'offres, on a trouvé le lycée. Le lycée sera ouvert, on traite avec le rectorat les zones professionnelles, qualité, excellence, une COP d'avance avec un environnement préservé, vous savez c'est ma marotte, et une éducation avec du matériel performant. Un partenariat métropole-région solide qui permettra prochainement d'offrir un équipement de qualité à la jeunesse de demain. Voilà, lycée d'excellence sur un domaine qui vous est cher, Éric. Ah oui. Non, mais l'apprentissage et l'hôtellerie. Oui, absolument. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant la crise Covid-19, la France était la première destination mondiale en termes de tourisme. Et avoir un outil de cette modernité qui respecte l'environnement et qui sera très utile aux lycéens, c'est super important parce que le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, c'est un secteur qui embauche massivement dans un pays, j'allais dire dans une région comme la nôtre. C'est extrêmement important. Et vous l'avez dit en commençant, le précédent lycée, il avait déjà une réputation nationale. Donc on peut imaginer qu'avec cet outil-là, on va former les grands chefs, les grands hôteliers de demain dans un secteur, je le rappelle, qui recrute. Et on rappelle aussi que c'est plus de 85% de débouchés quand on embrasse le cursus de l'apprentissage en général, pas uniquement l'apprentissage hôtellerie. Donc ce sont vraiment des formations qui ont des débouchés. Bonsoir Julien Fartouk, merci d'être avec nous à 19h06 sur les antennes d'Azur TV. Les Cuistots du Cœur, c'est le nom de votre association. Alors là, on ne va pas parler d'hôtellerie, mais on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Vous intervenez dans les hôpitaux, notamment dans les Bouches-du-Rhône, auprès des enfants malades. C'est vous qui organisez tout un tas d'initiatives, des visites de super-héros. Vous accompagnez les familles également pour les sortir un peu de leur quotidien. Sauf que voilà, depuis plus d'un an maintenant, on vous empêche, ou on vous quasiment tout le temps, de mener vos actions. Bonsoir, déjà merci pour l'invitation, merci de me donner ce petit temps de parole. Comme vous l'avez dit, depuis le début du Covid, on est confronté à un gros problème, c'est que les associations dont les Cuistots du Cœur font partie n'existent plus. Aujourd'hui, on ne peut plus intervenir. On est confronté à une triste réalité, à la souffrance d'enfants qui sont déjà malades dans les hôpitaux, à la souffrance de parents aussi qui nous contactent, qui contactent aussi tous les autres, qui nous disent « mais vous êtes où ? On est seul, on ne reçoit qu'une visite par jour, le père ou la mère, puisque les visites aussi sont aujourd'hui séparées, les deux parents ne peuvent pas aller à l'hôpital. Voilà, on a une crise Covid qu'on connaît, on sait que c'est compliqué. Aujourd'hui, nous les associations, les acteurs de la vie à l'hôpital, on a eu besoin de nous pendant la période Covid pour aider les soignants. Aujourd'hui, voilà, on a cet appel qu'on a besoin de ces associations, on a besoin aujourd'hui d'aller voir ces enfants, de leur apporter un trou soutien pour pas qu'ils restent seuls à l'hôpital. Sinon, aujourd'hui, on ferme la porte et puis on n'existe plus. Mais aujourd'hui, nous, on a 10 ans d'existence. On n'est pas là pour ça. Notre but, c'est d'être auprès des enfants et pas de rester à la maison ou de faire des visioconférences. Alors, Julien, juste une question, parce que évidemment, ce qui est le plus tendu, c'est l'état de santé des enfants en lien avec la crise sanitaire. On imagine que le protocole sanitaire sera très strict quand vous serez réautorisé. Vous avez déjà travaillé sur des protocoles encore plus stricts que ceux qui sont actuellement déployés en France ? Écoutez, on travaille, puisque quand on va notamment à la Timone au service d'oncologie, notamment sur l'UPIX, on rentre avec des combinaisons, avec des masques, avec des lunettes de protection. Donc ces mesures-là, on les connaît, ça fait 10 ans qu'on travaille avec, on va dans ces services-là. Donc nous, on sait faire aujourd'hui. Les associations qui interviennent, on sait faire, on sait se protéger, on sait ne pas mettre en danger la vie des enfants.
Voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est être écouté, être entendu, à continuer à faire nos actions, mais bien sûr en respectant les gestes barrières. Le Covid tue aujourd'hui, on le voit, ça augmente de jour en jour. Nos chambres d'hôpitaux, de réanimation notamment, parce que je travaille sur l'hôpital Nord, sont pleines, on le sait, c'est la triste réalité malheureusement. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a des enfants en souffrance, la maladie les gagne. On a des enfants en fin de vie aussi. On ne peut pas les laisser comme ça seuls, c'est impossible. Les parents également ont probablement besoin de vous. Oui, tout à fait. On reçoit des appels tous les jours des parents qui nous disent aidez-nous. Mais nous, on veut bien les aider, mais on fait quoi? On ne peut pas intervenir à l'hôpital. Aujourd'hui, on fait des livraisons. On est en train de préparer Pâques, justement. On a commandé plus de 300 coffrets de chocolat qui seront déposés sur une quai logistique. Voilà, mais la vie à l'hôpital, c'est pas ça. C'est de rencontrer les enfants, de passer un moment avec les parents, de voir autre chose que des blouses blanches. Donc, on essaie de trouver une solution aujourd'hui. Voilà, j'ai fait appel au maire Benoît Payan, à Madame Ruby-Roland, à Samia Gali. Les politiques sont importants, vous savez, à Marseille. Voilà, s'ils peuvent nous filer un coup de main autour d'une table ronde, essayer de voir quelle solution, parce qu'on n'est pas maître de notre Oui, c'est ça, vous demandez à être entendu, au moins reçu, peut-être même par le préfet, l'ARS aussi, pour établir les protocoles. Mais clairement, vous souhaitez qu'on trouve une porte de sortie à cette crise et que vous puissiez retourner dans les hôpitaux. Exactement, nous ce qu'on demande c'est être écouté. Voilà, j'ai eu ce matin d'autres associations, je peux les citer par exemple, Coccinelle Rouge pour Thomas, Cadomino, on a l'association Donner un sourire, il y a beaucoup d'associations qui sont là, mais qui sont bloquées. Donc voilà, moi aujourd'hui je fais un petit peu la voix de tout le monde, les associations qui m'appellent, comment on peut faire, voilà, si on peut être reçu comme vous avez dit, par le maire, voilà, ou par l'ARS. Être écouté, voilà, se fier à leur protocole, mais intervenir, on ne peut pas rester encore. On nous a dit hier, par exemple, au téléphone encore, que pendant septembre, mais jusqu'à quand ça va durer? Pour nous, c'est impossible. Ah, c'est ça, pour l'instant, on vous dit septembre alors. Alors au départ, c'était avril, maintenant on nous dit septembre. Quand vous attendez aujourd'hui voilà, Monsieur Véran qui parle, même lui ne sait pas quand cette crise va s'arrêter, si on va être confiné ou pas. Donc forcément, nous, les associations, on est derrière tout ça, on n'est pas considéré aujourd'hui. Ce qu'on demande, c'est être reçu, être entendu et trouver nos solutions, parce que moi j'ai bien peur qu'aujourd'hui je refuse d'aller voir des enfants et que malheureusement le parent m'appelle le lendemain pour dire que l'enfant est décédé. Et là honnêtement je vais m'en vouloir, oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel, Julien Fartouk, de l'association des Cuistots du Cœur. On rappelle que vous souhaitez pouvoir retourner dans les hôpitaux. Vous parlez un peu au nom aussi de toutes les associations qui interviennent dans ces établissements. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. Juste un mot là-dessus, Eric. Parmi les milliers de conséquences qu'aura eu cette crise, c'est vrai que celle-ci, elle est touchante. C'est même émouvant, c'est même. Moi, je tire mon chapeau à ces bénévoles parce qu'il y a trouvé le temps, évidemment, pour accompagner ces enfants qui souffrent, mais il y a aussi être capable, en face de cette souffrance et parfois de la fin de vie de certains de ces enfants, d'être là. Et vous avez vu, de faire le clown, de faire des tours de magie. Et je pense qu'à titre personnel, quand on est présent devant ces enfants, ça doit être très compliqué d'avoir le comportement d'un clown ou d'un magicien si on vous dit que tel ou tel enfant est en fin de vie. Donc je pense qu'il faut doublement, triplement tirer son chapeau à ces bénévoles et à ces associations et croiser les doigts pour qu'elles puissent de nouveau, le plus rapidement possible, être auprès de ces enfants qui sont en souffrance. On passe maintenant à l'aéroport de Hyères-Toulon qui ouvre des lignes, la compagnie EasyJet. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le territoire. On voit tout cela avec Marion Colangelo. Après le retrait d'Air France de ses lignes de l'aéroport Toulon-Hyères, la compagnie britannique EasyJet et Vinci Airport ont annoncé ce jeudi l'ouverture prochaine de 2 lignes au départ de l'aéroport varois. La première, pour relier Paris-Charles de Gaulle du 28 juin au 5 septembre, sera dotée de 4 fréquences par semaine. La seconde, pour atterrir à Londres du 23 juin au 15 septembre, bénéficiera de 2 mouvements par semaine. Une nouvelle qui réjouit les maires de la métropole, comme le maire de la commune de Hyères, Jean-Pierre Girand. C'est capital. Moi, j'étais très en colère contre Air France qui a déserté l'aéroport après que les pistes aient été refaites par Vinci. On se retrouvait avec sa filiale Transavia et quelques allers-retours sur Paris. Je l'avais dénoncé, j'avais incité l'ensemble des maires de la métropole, le président Falco, à ce que nous fassions une lettre commune pour dénoncer. Et de voir aujourd'hui qu'il devait y avoir 4 rotations sur Orly d'EasyJet plus une rotation sur l'Angleterre, c'est vraiment très positif.
La nouvelle devrait également réjouir les voyageurs varois qui pourront désormais rejoindre par les airs deux capitales fort convoitées. De l'aérien, on passe à l'énergie. Oui. Éric, c'est le thème de votre édito. Vous allez nous parler d'EDF ? Ben oui, je vais vous parler d'EDF et voilà un sujet qui intéresse tous les citoyens que nous sommes, qu'on habite Marseille, hier, Toulon, Nice ou ailleurs. C'est le projet de réforme qui s'appelle le projet Hercule de réforme d'EDF que je vais essayer de vous résumer parce que ça peut avoir des implications non seulement sur les tarifs d'EDF, mais aussi sur le devenir de cette compagnie d'électricité nationale qui est quand même un bien public. Il y a un projet de réforme qui est discuté en ce moment entre Bruxelles et Paris et qui voudrait scinder l'entreprise EDF en 3 entités. Les aspects positifs de ce projet, c'est permettre par exemple à EDF de vendre plus cher à ses fournisseurs l'électricité qu'EDF produit grâce au nucléaire. C'est aussi peut-être parce qu'il y a une part de privatisation en partie prévue d'EDF, c'est de permettre pour EDF d'avoir des investissements, pour investir dans les énergies renouvelables comme l'éolien ou comme le photovoltaïque. Mais voilà, il y a une question évidemment de souveraineté nationale et on en parle beaucoup parce que l'électricité, l'énergie, notamment d'origine nucléaire dans un pays comme le nôtre, c'est pas n'importe quoi. Et évidemment, les syndicats redoutent un démantèlement d'EDF. Vous savez que Bruxelles veut toujours plus et encore plus de concurrence. Les syndicats, d'ailleurs, sont unanimes pour s'opposer à ce projet de réforme. Ils sont reçus depuis ce matin jusqu'à demain par la ministre Pompili de la Transition écologique. Alors, on verra comment les choses évolueront, mais c'est vrai qu'au moment où on se pose des questions sur la souveraineté industrielle de notre pays, sur la production de tel ou tel produit, imaginez que l'électricité française d'origine nucléaire voulue par le général de Gaulle puisse en partie être démantelée ou être privatisée. C'est un sujet, à mon avis, qui mériterait, pourquoi pas, un référendum. Carrément. Voilà, c'est vrai. Le choix d'Éric Revel, la position d'Éric Revel ce soir. Guillaume Ricavi est avec nous, le directeur des rédactions du journal La Provence. On va évoquer avec vous l'agriculture, mais d'abord, juste un petit mot, puisque c'est chez vous que la mèche avait été allumée. La secrétaire d'État Sophie Cluzel conduira bien la liste La République En Marche au régional. On rappelle qu'elle est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Il y aura donc bien une liste En Marche et en tout cas pour le premier tour, pas d'alliance avec la liste de Renaud Muselier. Oui, c'est ça. On imagine qu'il y a eu des tractations ces dernières semaines. On avait vu l'appel du pied de la secrétaire d'État aux personnes handicapées. On avait vu les déclarations de Renaud Muselier dans les colonnes du Figaro. Et j'imagine qu'ils ont trouvé un accord. Il y a donc 2 listes séparées au premier tour. Et on peut imaginer que le rapprochement entre les 2 tours a déjà été acté avec, si ces 2 listes étaient bien étaient en position de se maintenir, un rapprochement, une fusion avec une liste commune, parce qu'au final, les différences ne sont pas si grandes. Renaud Muselier, d'ailleurs, connaît bien Sophie Cluzel, qui est marseillaise. Lui était étudiant à la fac de médecine de la Timone, quand elle était étudiante à Subdeco à Lumini. Et ils se côtoyaient, ils se rencontraient, ils avaient des amis en commun dans leurs jeunes années, sans savoir que c'est la politique qui les rapprocherait de nouveau près de 30 ans plus tard. Voilà cette interview donnée à Nice Matin. Vous avez vu la photo publiée par l'autre quotidien local de notre région. Demain, à lire dans la Provence, un très beau dossier consacré aux agriculteurs qui sont orphelins. Oui, ils sont orphelins du salon de l'agriculture, bien évidemment, parce que c'est pour eux un rendez-vous important. C'est la vitrine de leur activité, de leur profession, et c'est plutôt un rendez-vous qu'ils regardent avec fierté, car on exalte leur travail tout au long de l'année. Il n'y a donc pas de salon de l'agriculture à Paris cette année, mais les agriculteurs de la région essayent de montrer qu'ils font des choses. Il y aura par exemple un concours des meilleures huiles d'olive à Avignon, ça sera vers la mi-avril. Donc il y a d'autres petits concours qui se mettent en place pour désigner qui sont les meilleurs producteurs. Je vous parlais d'huile d'olive parce qu'il y en a beaucoup dans la région, mais il y a également des éleveurs caprins, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, des productions maraîchères importantes aussi. Et donc, on donne de la place, de la visibilité à tous ces producteurs et agriculteurs dans la Provence de demain, justement parce qu'ils le méritent et ils nous proposent des choses très sympas
à déguster. C'est d'ailleurs un secteur sur le point de vue économique en pleine expansion quand même, malgré les difficultés dans notre région. Il y a des politiques publiques qui leur sont favorables et on voit de plus en plus d'habitants de notre région se tourner vers les circuits courts, le consommer local. Donc il y a là aussi un sillon économique agricole pour toute la région sud. Oui, il y a un sillon agricole et puis c'est vrai que cette crise du Covid a remis en avant l'importance des circuits courts, des produits de qualité. On s'est dit que c'était peut-être pas nécessaire d'aller au bout du monde acheter des kiwis, des bananes et des oranges alors qu'on pouvait les produire ici. On connaît tous le scandale des tomates qui viennent de très loin en Espagne, voire d'autres pays très lointains alors qu'on peut les produire ici. Et effectivement, il y a un retour aux sources, un retour à la terre important qui s'opère et notamment chez les plus jeunes qui ont envie de retrouver de l'authenticité dans leurs assiettes. Et alors, c'est pas vous, ni Eric, ni vous, Nicolas, qui êtes de grands gourmets, qui me diraient le contraire. Des gourmands, moi je suis plus un gourmand qu'un gourmet même, je dirais. Merci mon cher Guilhem. Rendez-vous demain dans ce grand direct et évidemment dans les colonnes de la Provence pour ce dossier consacré à l'agriculture. Eric, c'est vrai que c'est pour le secteur... pas un séisme parce qu'on pouvait s'y attendre, mais décision qui peut avoir de l'impact d'annuler le salon. Il y aura forcément un impact, puis regardez même l'impact immédiat, on s'en est fait l'écho dans le Grand Direct à plusieurs reprises, mais tous ces petits producteurs, souvent locaux dans notre région, qui ont vu les restaurants fermés, qui n'ont pas pu écouler leur production, c'est au-delà d'un sujet, j'allais dire psychologique, c'est un sujet économique, parce que quand on produit et que ses principaux clients sont fermés parce que les restaurants le sont, on est dans une situation économique apocalyptique. Et voilà, et j'aimerais ce soir, au-delà de la privation de ce salon de l'agriculture, qui est évidemment pour toute la profession un grand dommage, j'aimerais avoir une pensée pour ceux qui économiquement sont plus en capacité d'écouler leur production et qui ont donc des fins de mois dans notre région, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, des fins de mois extrêmement difficiles. Vous parliez d'impact, il va en falloir aux joueurs du Stade niçois, les rugbymen qui évoluent en Fédéral 1 et qui visent la montée en Pro D2. Ils affrontent ce dimanche leur principal adversaire, Bourg-en-Bresse. L'état des forces en présence vous est fait par Marie Justo. Le Stade niçois est en chasse pour une montée en Pro D2. En tête du championnat de Fédéral 1, le club azuréen est au coude à coude avec Bourg-en-Bresse. Et justement, les hommes de David Bolgashvili affrontent leur dauphin ce dimanche. On veut gagner, maintenant on sait que ça va être difficile, qu'on va rencontrer une équipe de Bourg-en-Bresse qui ont pris un petit fessé la semaine dernière et qui vont être revanchards, ils vont arriver avec beaucoup de conviction. Un gros match donc, le groupe va devoir se montrer solidaire, mais quoi qu'il arrive, la saison ne se jouera pas sur cette rencontre. Bien sûr qu'on veut gagner, on veut rester leader de la poule, mais c'est le plus important ce qu'on va mettre à l'intérieur au niveau de contenu, et le championnat il est encore long, on peut toujours rattraper s'il y a par exemple un résultat inconvénient, mais le plus important vraiment qu'on se mesure par rapport à l'équipe de Bourg-en-Bresse où on est aujourd'hui. La victoire face à Bourgoin samedi dernier a permis au Stade niçois de se mettre dans les meilleures conditions et d'engranger de la confiance. Il faut montrer qu'on domine chez nous. Et ça, oui, c'est en envoyant un message fort aux autres équipes. Ça va être très compliqué, hein. Bourg-en-Bresse, c'est une équipe super structurée, super organisée. Donc il va falloir sortir notre meilleur jeu. C'est un gros match, c'est presque un match de phase finale, on pourrait dire. Pour disputer la première place, pour la garder. On est en bon état d'esprit, je dirais, parce qu'après la victoire du week-end dernier, ça nous a bien remis ensemble. On avait eu quelques matchs un peu moyens avant ça, et on s'est ressoudés et on a bien défendu, on a bien attaqué la semaine dernière à Bourgoin. Rendez-vous ce dimanche à 13h25 au stade des Arboras pour ce choc entre Nice et Bourg-en-Bresse. Voilà, le match n'est pas décisif, mais en tout cas, allez Nice. S'il gagne, ça les permettra donc c'est dimanche. Et puisque vous aimez le rugby, n'oubliez pas que samedi, on a pour les amoureux de rugby le crunch Angleterre-France, équipe nationale à Twickenham. Allez Nice et allez les Bleus samedi. Évidemment. Qui seront sortis de leur bulle et qui n'auront plus
La Covid-19. Ça aussi, ça a été un beau petit feuilleton avec notre ami Bernard Laporte qu'on avait reçu ici, qui a dû monter au créneau. Pour terminer ce soir, comment concilier le recyclage, le zéro déchet et le monde culturel? Eh bien, la réserve des arts va répondre à cette question grâce à ce reportage de Manon Mujica. L'endroit ressemble à la caverne d'Ali Baba, mais porte le nom de réserve des arts. Dans cet entrepôt, professionnels ou étudiants du secteur de la culture peuvent se fournir en matières premières. L'originalité, il s'agit exclusivement de rebuts. Ici, typiquement, on a des petites structures métalliques qu'on a récupérées d'une vitrine de magasin. Alors ici, on a des petites chutes de bois qui ont été récupérées sur du tournage ou du décor d'exposition. On a de la bouclerie, de la mercerie, de quoi faire du bijou ou du vêtement ou des costumes. Festival, entreprise de luxe ou même particulier, l'association tisse son réseau de fournisseurs. Au total, 40 tonnes de matériaux ont déjà été sauvées de la benne. Une démarche écologique, mais aussi solidaire. Tout est revendu jusqu'à 3 fois moins cher auprès des adhérents de l'association. On travaille pour un secteur, le secteur de la culture, qui produit beaucoup de déchets. Mais on sait que d'un autre côté, on a aussi un secteur qui est parfois assez peu rémunérateur. Et donc on trouve ça intéressant que les déchets des uns deviennent la matière première et une matière qui va être à un prix solidaire, qui va permettre aux personnes du secteur culturel de se fournir à une matière moins chère et de pouvoir mieux se rémunérer de leur profession. Initialement, la réserve des arts a vu le jour en région parisienne. C'était il y a 12 ans. Fort de son succès, l'association a implanté une antenne dans le sud de la France. Le local, situé dans le 15e arrondissement de Marseille, a ouvert en septembre dernier. C'est une terre d'accueil de tournage où il y a vraiment beaucoup de décors qui sont produits pour le cinéma, pour la télévision. Et puis c'est un territoire qui de plus en plus est attractif pour les professionnels de la création, notamment parce qu'il y a beaucoup de résidences qui se développent, il y a beaucoup d'espaces d'ateliers qui se développent. Et nous, on veut encourager ce développement avec cette logique d'économie circulaire, de réemploi et de pratiques plus durables et plus responsables. Ce tiers-lieu pédagogique pousse la démarche plus loin en faisant de la prévention sur le réemploi et en mettant aussi à disposition des espaces de travail à destination d'artistes, le tout gratuitement et pour une période de 3 mois. Un joli projet qui ne demande plus qu'à se faire connaître. Ça tombe bien, la réserve des arts ouvre exceptionnellement ses portes au grand public ce samedi. Et avant de conclure ce grand direct, cette information parlait de sport tout à l'heure avec le Crunch et le Stade Niçois. Il n'y aura pas d'arrivée du Paris-Nice dans la capitale azuréenne. Forcément, on est confiné. Voilà, zone confinée. C'est une demande qui émanait de la mairie de Nice, mais qui paraissait logique. Et donc le Paris-Nice, il va arriver où? À Strasbourg? Non. Réponse demain matin, a priori, avec le préfet des Alpes-Maritimes qui tient une conférence de presse sur le renouvellement de ce confinement. Il ne va pas parler que du Paris-Nice, mais des réunions étaient en cours avec ASO, l'organisateur, pour trouver une issue pour ces deux... On essaiera de joindre Christian Prudhomme. Voilà. Mais ça veut dire que le Paris-Nice ne peut pas arriver dans les Alpes-Maritimes s'il arrive ce week-end? Si, il peut arriver hors zone confinement, donc a priori dans les communes un peu en hauteur, dans le haut pays, du haut et du moyen pays. Voilà. D'accord, donc ça ne se terminerait pas au sprint sur la promenade, exactement. Ça se terminerait avec un col. Ça se terminerait avec un col et bonjour l'organisation parce que évidemment Nice avait tout prévu, hein, le balisage, le village d'arrivée, etc. Là, ça doit poser de sérieux problèmes à Christian Prudhomme qui doit avoir mal à la tête quand même ce soir. Et donc peut-être que demain, cette conférence de presse sera éclairante pour nous. On va essayer d'avoir son avis demain. Exactement. Merci Eric. Beaucoup Nicolas. Merci également à toute notre équipe technique. Théo Sarfati, Ilan Dehé qui ce soir est remplacé par Greg Favreau, Fabrice Justo, Sébastien Lyotard bien sûr, Stéphanie Mossman et Nicolas Morel spécialement ce soir à la préparation de cette émission. Bonne soirée et à demain.